quand j'ai fait mes recherches, j'ai trouvé que ton site était listé dans plein d'endroits, notamment sur des sites qui avaient l'air vraiment random. Il y en avait un qui s'appelle je veux voir mon site internet.fr, je crois, qui a vraiment la gueule d'un site WordPress. Je me suis dit, ça, c'est un site pour vendre des sites de niche qui font 300 euros par mois, tu vois, mais lister un business à 5 millions dessus, ça m'a vraiment semblé. Je me suis vraiment dit, mais en fait, est-ce que c'est pas une espèce de stratégie marketing où en fait, il nous le fait à l'envers pour nous dire, je l'ai listé partout pour que le plus de gens en voient et en parlent, et en fait, pour faire du marketing de viralité sur le business, sur ces chiffres. Parce que je me suis dit, mais qui va racheter un business? Tu vois, pour moi, tu n'étais pas à l'endroit où je me suis dit, une personne va mettre 5 millions. C'était vraiment un site où il n'y avait aucune data qui était vérifiée. L'historique de revenus, Mhm. c'était sur 3 mois. Enfin, tu n'achètes pas un truc à 5 millions sur 3 mois de revenus, tu vois. C'était vraiment, pour moi, ciblé Ouais. plus sur, je t'ai vendu mon site de niche ou un petit e-book sur Amazon. Pourquoi est-ce que tu as listé ton business à autant d'endroits au départ? Est-ce que finalement ta stratégie n'a pas un peu évolué plus sur des brokers professionnels au fil du process, plus que sur ces sites un peu plus c'est quasiment le bon coin, tu vois, à un certain point. Si tu peux lister un truc en espérant que quelqu'un tombe dessus. Comment est-ce que tu penses à Exactement. cette histoire de listing? Alors au départ, je me suis dit, je vais essayer de vendre le business moi-même. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il faut vraiment atteindre une élite de personnes qui ont du cash ou alors qui peuvent lever des fonds. Et donc, du coup, j'ai listé mon site sur les quelques sites que je trouvais qui pouvaient lister mon business. Et je me suis dit, ça me coûte rien, je le fais. Et puis, même s'il y a un visiteur sur le site, si ça se trouve, ce sera l'acheteur. Donc, je n'ai en rien écarté l'idée que même un site fait sur WordPress pouvait vendre un business à 5 millions d'euros si ça me permettait de au moins rentrer en contact avec ce type de personnes. Tu n'avais Mais pas cette idée ensuite, que tu voulais pas que ça se sache ou tu n'avais pas peur que tes abonnés se disent putain, Théo, il est en train de se casser, il nous abandonne, on va arrêter de venir chez lui? T'as pas traversé l'esprit ça? hmm, non, en fait, si, j'y ai pensé, mais ça m'a pas. Je pense pas que les gens vont arrêter d'acheter si je ne suis plus le propriétaire de la boîte. En fait, ce qu'il faut, c'est expliquer qu'il y a une différence entre sortir du business et ne plus être le propriétaire. Mhm. Si par exemple, demain, je vends ma boîte et que moi, déjà, je la vends dans un état qui est parfait. Je laisse pas de merde sous les tapis. J'essaie de mettre à jour toutes mes formations. C'est compliqué, mais on y travaille. Dernièrement, j'ai mis à jour une énorme formation. Ça m'a pris 6 mois, donc forcément, je ne peux pas mettre à jour toutes mes formations tous les ans. Mais généralement, toutes mes formations, au maximum tous les 2 ans, sont mises à jour. Et il y a une différence, en fait, entre ne plus être dans le business du tout, en mode disparaître, je prends mon argent et puis je me cache, je ne sais pas où. Et il y a Est-ce une que la différence personne entre random vendre qui voit un l'entreprise. listing sur un site, tu vois, comprend cette distinction? C'est ce que je me dis. Effectivement, tu peux toujours Ça, l'expliquer, mais comme tu n'as pas vraiment communiqué dessus pour expliquer le pourquoi du comment, hmm, on pouvait avoir l'idée de se dire, en fait, il est en train d'essayer de se casser en secret et on va plus jamais le revoir, tu vois, puisque tu n'en as pas parlé publiquement et tu l'as pas expliqué. hmm. Après, peut-être que tu vois, c'est pas une problématique. Moi, c'est une problématique qui me serait venue en tête. Je me suis dit, tiens, si ça va prendre X mois pour le vendre, est-ce que je vais pas avoir des questions? Est-ce que les gens vont pas se dire, il est en train de se casser? Tu vois. Mais toi, ça t'a Bah, moi, pas, je pense ça t'a que moins gêné. non, je pense pas que ça va empêcher les gens de rejoindre des formations. Moi, ce que je pense, c'est que c'est vrai que ça peut avoir un impact sur les ventes, mais je pense pas que l'impact soit du tout aussi important que ce qu'on peut le penser. Mm. Après, je peux me tromper. Et encore une fois, je pense que c'est à la communauté de demander. C'est pour ça que je pense que lors d'une transition, il faut vraiment prendre en compte la communauté et demander ce qu'ils veulent. Et, et trouver ce qui peut le mieux marcher tout en respectant ce que moi j'ai envie de faire et aussi ce que l'investisseur qui rachètera le business veut faire. Et non, la disparition en mode Houdini, c'est pas au programme. Non. Ah, bien sûr, c'est pas, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais la perception du truc. Parlons du coup de ce déroulement, parce que je t'ai interrompu, mais tu as commencé par lister un petit peu partout pour le faire toi-même. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es aperçu que ça allait pas être la manière de faire et qu'il te fallait des intermédiaires qui étaient. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont professionnels de la vente de business, à la fois sur la valorisation et à la fois sur le point qui est encore plus important, c'est le carnet d'adresse. Ils ont les gens, ils se disent, tiens, cette personne, je sais qu'elle est capable de mettre un chèque. Comment est-ce que la transition s'est faite pour toi vers la manière dont tu travailles aujourd'hui? Bah exactement, tu as tout dit. J'ai essayé de le faire moi-même et je me suis rendu compte que j'ai perdu du temps avec beaucoup de personnes qui n'avaient pas un PECO et qui prétendaient. Et honnêtement,
j'étais surpris en fait du nombre de personnes qui me faisaient perdre du temps. En fait, je me suis dit, mais moi, si je voulais racheter un business et que j'avais pas un sou, mais je parlerais même pas à quelqu'un qui vend un business 3, 4, 5 millions de dollars. Enfin, et en fait, j'étais surpris du nombre de personnes qui m'ont fait perdre du temps. J'en ai eu quelques-uns sur Skype, communiqués par email, etc. Et moi, je suis quelqu'un de très direct, dans le sens où, voilà, quel est votre budget, comment est-ce que vous souhaitez structurer la chose. Parce que les gens me demandent beaucoup d'infos sur mon business, mais moi, je ne parle pas de mon business si je ne reçois pas une preuve des fonds. Parce que voilà, si tu veux connaître mon business et que tu me poses des questions et derrière, tu n'as pas d'argent, bah, tu le copies et puis voilà, c'est terminé. Donc, j'ai perdu beaucoup de temps. Et après, j'ai travaillé avec 3 brokers en non exclusif. Ça veut dire que j'avais le droit de travailler avec n'importe qui simultanément. Et je me suis rendu compte que, encore une fois, hein, les 20-80, 80% de brokers sont totalement pas professionnels et 20% sont excellents. Donc aujourd'hui, si je travaille avec Flippa, c'est que Flippa, ce sont des personnes qui sont, je pense, les mieux placées et qui vendront mon business. Donc, Flippa, juste pour les gens qui n'ont pas le contexte, c'est une des plus grosses places de vente de sites internet aujourd'hui, peut-être la plus grosse, qui vend des sites à peu près à tous les prix. Mais effectivement, c'est un acteur très établi sur le marché avec tous les gens que je connais qui sont des racheteurs de sites vont être sur Flippa, entre autres, Empire Flippers, etc. Mais ça fait partie effectivement des grosses places centrales. Et donc, je suppose que tu me corrigeras si je me trompe, mais que tu peux, si tu as un business de suffisamment grosse taille, avoir accès chez eux à un service un peu plus direct avec un broker directement, plus que simplement la place de marché standard. Exactement. Lorsque tu listes un business, tu peux acheter soit différentes options pour mettre en avant encore plus ton business, par exemple auprès de la liste email de Flippa, faire une vidéo avec eux. Ça peut être avoir un contact avec un sales manager. Et moi, c'est quelqu'un qui travaille donc avec Flippa qui m'a contacté et je travaille maintenant en exclusif avec cette personne. Et je préfère largement travailler en exclusif parce que pendant longtemps, je me suis dit, ouais, mais si je travaille avec quelqu'un en exclusif et que il se bouge pas à fond, bah, du coup, moi, je suis dans l'attente. Alors que Hmm. si tout le monde est en non exclusif, ben, ça va être un petit peu la compétition. En Ouais. fait, en réalité, ça s'est pas passé comme ça. Les brokers, lorsqu'ils sont pas en exclusif, ils se donnent pas trop. Euh, donc, j'ai signé avec ce partenaire de Flippa et je dois avouer que bah, je préfère largement. Hmm. Il me donne des comptes rendus, on sait dans quelle direction on va. Ça me fait gagner énormément de temps. Et franchement, moi, ça m'intéresse pas du tout de parler avec des personnes en fait qui prétendent avoir de l'argent et puis au moment où on demande une preuve de fonds, bah, ils commencent à bégayer quoi. Donc, Hmm. Et est-ce que tu peux parler du pourcentage à ce niveau-là? Et si tu peux en parler, est-ce que tu peux donner un ordre d'idée de ce que ça représente sur un broker quand tu vends un business de cette taille? mhm. Je vais pas pouvoir te dire le pourcentage que j'ai avec Flippa. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu vends ton site sur Flippa, il me semble que par défaut, tu as 15%. Et après, tout est négociable. Tout est négociable. Est-ce que tu travailles en exclusif? Est-ce que tu travailles en non exclusif? Quel est le pourcentage que tu veux? Et je te donne aussi un autre exemple. Admettons que demain, moi, je trouve quelqu'un qui veut racheter mon business, mais je ne veux pas parler avec lui. C'est juste moi qui ai trouvé cette personne. Donc, je peux contacter, par exemple, mon broker et lui dire, j'ai trouvé l'acheteur. Par contre, je ne vais pas clôturer la vente parce que ça ne m'intéresse pas, les papiers, les machins, les trucs. Donc, je te donne le contact. Par contre, on signe un autre contrat, par exemple, qui dit que tu prends un tiers moins de commission parce que c'est moi qui Hmm. t'ai apporté le contact. Typiquement, un broker, il va prendre entre 5 à 15%. Ce que j'ai vu la plupart du temps, c'est 10% et 15%, c'est vraiment la tranche élevée. 5%, c'est une tranche qui est qui est peu cher si la personne s'occupe de tout. Par contre, c'est une tranche qui est chère si c'est juste quelqu'un qui trouve le contact. Parce qu'il y a des brokers, en fait, ils vont juste intervenir sur une partie de la vente. Certains brokers vont dire, bah voilà, je vous trouve le contact, et puis après, on vous l'envoie. Et puis après, c'est à toi de parler avec la personne. Donc ça ne m'intéresse pas. Il y a des brokers qui vont s'occuper de la création du contrat, de la protection des capitaux, du transfert de propriété intellectuelle, de toute la partie administrative, légale. Euh, donc, ça dépend vraiment de l'intervention en fait du courtier et ça dépend de ce que le vendeur recherche. Par exemple, si moi j'étais ultra intéressé au fait de discuter tous les jours avec des investisseurs, bon bah j'aurais juste payé 5% de commission. Par contre, moi ça m'intéresse pas, donc je préfère donner plus, mais être tranquille et ne pas avoir à essayer de vendre un business. Hmm. Euh, un point aussi auquel j'ai pensé, c'est que moi, tu vois, quand j'ai vu ça, je me dis, putain, en fait, moi, ça m'intéresse de racheter, tu vois.
Mais ça m'a pris un an. Ça fait quoi? Tu m'as dit juin 2019? Ça m'a pris un an et demi Ouais. de tomber dessus par hasard parce qu'un pote m'a envoyé ça pour gagner un pari sur est-ce qu'on me disait que c'était vendable, tu vois. Et en fait, je me dis, bah, tiens, effectivement, si je voulais vendre mon business aujourd'hui, mon premier réflexe, ça serait d'aller voir tous les gens qui sont dans le domaine et de voir s'il n'y a pas Mhm. quelqu'un qui veut récupérer l'actif. Parce que pour moi, ça mitige en grande partie la question euh, de l'incarnation par une personne. Puisque si tu pars du principe qu'il faut que ce soit incarné par quelqu'un et probablement toi, comment est-ce que tu fais pour te remplacer? Comme on l'a dit, c'est compliqué de prendre un mec random qui est capable de lire un script et lui dire vas-y, lis des scripts, ça sera toi mon nouveau Théophile. Tu vois, ça ne marche pas. Donc, je me suis dit, Mhm. tiens, une personne qui est positionnée sur YouTube, qui a des produits qui sont compatibles, résout pas mal de ses difficultés en fait en termes de vente et probablement voit le potentiel mieux que, voilà, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'un investisseur random qui a l'habitude d'acheter de l'immobilier voit la valeur de se dire je vais payer des millions pour une chaîne YouTube. Et finalement, Mhm. j'ai l'impression que tu n'es pas du tout passé par cette voie et tu n'as pas du tout essayé de faire ce truc de dire qui est en fait rachat stratégique, quoi. Comme quand tu veux vendre une boîte, généralement, tu dis est-ce que Google peut me racheter parce que c'est intéressant par rapport à ce qu'eux ils font? Est-ce que j'ai tel concurrent qui essaie de récupérer de la part de marché? Ce qui est une manière assez classique de vendre une boîte. J'ai pas l'impression que tu as essayé cette voie. Est-ce que tu pensais pas que c'était viable ou pourquoi est-ce que tu n'as pas testé un petit peu cet axe-là? Alors, je l'ai fait. J'ai contacté les principaux acteurs qui me semblaient pouvoir me racheter Mhm. sur la partie francophone. Et j'en ai pas contacté beaucoup parce que j'étais assez réticent en fait dans ce domaine-là, parce que j'ai l'impression que dans le domaine de la vente de formation en francophonie, tout le monde est vachement en mode compétition, tout le monde est vachement en mode ouais, moi je suis mieux qu'un tel machin bidule. Mhm. Alors qu'aux US, c'est beaucoup plus on travaille ensemble, on fait des choses ensemble. Donc j'ai plutôt contacté des gens sur le marché aux États-Unis qu'en Ok. France, surtout pour la partie levée de la dette, qui est quand même, qui est quand même c'est quand même une grosse demande. On se rend pas compte. Mhm. Moi, honnêtement, j'étais hyper surpris du nombre de personnes qui m'ont dit comment je peux faire pour lever de la dette une fois que j'ai acheté votre boîte. Donc, euh, donc j'ai fait ça. Et puis ensuite, lorsque j'ai travaillé avec Flippa, euh, le partenaire donc, de Flippa avec qui je travaille, donc mon courtier avec qui je suis en exclusif, cette personne a contacté quelques autres personnes qui vendent des Ok. formations, mais très peu d'infopreneurs parce qu'on avait eu cette même réflexion de se dire que on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens solvables pour acheter ce type de business et que les personnes qui sont dans le domaine, par exemple, de l'investissement, la plupart d'entre eux, finalement, ont surtout des actifs et pas trop de cash. Donc, on s'est dit, bon, allez, on tente quand même. Donc, mon broker a contacté beaucoup de personnes qui avaient, je pense, les moyens de me racheter. Et non, ça ne s'est pas fait. Mhm. Et par contre, je pense que ça va se faire avec des entreprises qui sont plus brandées compagnie, mais pas des personal branding. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.